Le soleil de ce matin-là semblait avoir perdu un peu de son éclat quand la scène s'est déroulée, rapide et brutale, au bord d'une table en terrasse. Stupide, a soufflé l'homme en costume, avec la voix froide d'une autorité qui ne connaissait ni limite ni excuse. Marseille, quartier commerçant près du port, un café où l'odeur forte du café torréfié se mêlait à l'odeur salée de la mer, où le cliquetis des tasses heurtant les soucoupes compétait avec le rire lointain des livreurs sur leur vélo. Fatou, serveuse, pensait chaque matin à réunir assez pour payer la cantine de son fils, à offrir un avenir qui ne soit pas rongé par la peur et la fatigue. « Monsieur, je vous apporte le menu », avait-elle dit doucement, la voix un peu rauque après une nuit de travail, et il avait haussé l'épaule, regardant autour comme pour mesurer son pouvoir. « Tu ne sais pas ce que tu fais », a-t-il lancé, aigre, puis stupide, comme s'il avait prononcé le mot comme une sentence, comme s'il fallait rappeler à quelqu'un sa place. Les regards dans la salle s'étaient arrêtés, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. La cuillère d'argent restait en suspens dans la main d'un client, la cloche sur la porte qui avait sonné et avait semblé perdre son timbre, tout était figé. Les collègues de Fatou, Marie, Karim et Sophie, avaient échangé des regards brefs, une tension muette qui disait plus que des mots. Ce qui semblait être une insulte allait bientôt déclencher une onde qui traverserait tout le quartier et au-delà. Jusqu'où cela irait-il, se demandait-on dans la salle. Ceux qui aiment la dignité au travail ne pourraient pas rester silencieux face à cela. Si cela vous touche, abonnez-vous pour ne pas perdre la suite de cette histoire. Maintenant, revenons à ce matin précis et à la première étincelle qui allait embraser quelque chose de plus grand. Ce murmure est vite devenu une conversation acalorodée entre les serveurs après le service dans la salle de repos où l'air était lourd d'odeur de lessive et d'un reste de pain chaud. La cafetière sifflait, le réfrigérateur ronronnait, et sur une étagère, les paquets de sucre froissé semblaient témoins de 1000 heures de labeur. Fatou s'est assise, les mains encore tremblantes, et a raconté phrase par phrase le moment où le PDG avait prononcé ce mot avec un ricanement qui tranchait. « Il m'a regardé comme si j'étais une erreur », a dit-elle. Marie, qui travaillait au service depuis 7 ans, a posé sa main sur l'épaule de Fatou, sentant sous ses doigts la peau tiède et le battement rapide d'un cœur qui ne voulait pas céder. Karim, jeune serveur arrivé l'hiver précédent, a frotté ses mains calleuses, l'odeur de tabac froid collée à ses doigts, et a murmuré qu'il n'accepterait pas que quelqu'un soit traité ainsi dans leur lieu de travail. Sophie a versé du café avec un geste précis, le parfum amer ramenant tous à l'instant présent. Ils ont évoqué d'autres incidents, petites, humiliation, regard condescendant de clients pour tisser un dossier de petites violences quotidiennes. Fatou a parlé de son fils Youssouf, 7 ans, qui adorait construire des châteaux de sable avec une voix claire et qui attendait que sa mère rentre pour le goûter. Sa voix a tremblé quand elle a dit qu'elle travaillait pour pouvoir lui acheter des chaussures scolaires chaque rentrée et que l'argent ne suffisait jamais. Sa backstory est apparue en fragments. Arrivé en France à 18 ans, un travail dans un resto parce que ça payait, des nuits partagées entre l'atelier de couture d'une tante et les longues heures debout devant des fourneaux. Chaque détail était une odeur, une texture, une fatigue. La poussière des matins d'hiver, la chaleur des plaques de cuisson, le goût du pain rassis servi quand il fallait économiser. Côté antagoniste, le PDG, Alain Leblanc, homme au regard dur, avait grandi dans un milieu où l'argent semblait remplacer le respect. Son enfance se dessinait en images, étage supérieur d'immeubles, réunions dans des bureaux climatisés, la voix d'un père qui valorisait le résultat sur les personnes. On racontait qu'il collectionnait les trophées d'entrepreneurs, qu'il aimait qu'on l'appelle monsieur et que la flexibilité morale servait ses ambitions. Ses collaborateurs, comme Pierre et Nadège, le décrivaient comme charmant en surface mais froid en décision, capable de sourire en public et d'écraser en privé. Ces récits, étalés en 2 ou 3 paragraphes denses, offraient un contraste brutal entre la vulnérabilité de Fatou et la posture de pouvoir d'un homme habitué à imposer sa volonté. Les voix de Marie, Karim, Sophie, Alain et Nadège ont tissé une solidarité fragile. Le murmure est devenu plan d'action, d'abord hésitant puis déterminé. Avant de continuer, j'ai besoin de vous quelques instants.
Si cette histoire vous touche, vous n'êtes pas seul. Racontez-nous dans les commentaires si vous avez déjà été témoin ou victime d'une humiliation au travail. Commencez votre message par « Je l'ai vu » ou « Je l'ai vécu » et indiquez votre ville, parce que chaque témoignage aide à cartographier ce phénomène et à montrer que ce n'est pas isolé. Laisser un commentaire n'est pas seulement partager une anecdote, c'est donner du poids à des voix souvent ignorées, c'est donner des pistes pour des actions concrètes. Si vous pensez que la dignité au travail doit être défendue, likez et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous suivrons la bataille juridique et la mobilisation de la communauté. Maintenant que vous avez partagé, revenons à la manière dont ils ont transformé la douleur en action. Ils n'étaient plus de simples collègues, ils ont appelé des amis, des assos et ont commencé à structurer une réponse. Malik, un syndicaliste du quartier, a pris le téléphone et a proposé de rencontrer la CGT locale, de préparer une note de réclamation et de lister des témoins. Hélène, d'une association de défense des droits des travailleurs, a offert une permanence juridique gratuite et a mis en contact Fatou avec Mais Durand, avocat spécialisé en droit du travail. Le plan s'est dessiné dans la lumière blafarde d'une salle associative. Collecter témoignages, filmer la scène, demander réparation morale et matérielle et, si nécessaire, porter l'affaire devant un tribunal. José, un ancien employé devenu activiste, a suggéré de créer une pétition en ligne, tandis que Clara, une journaliste locale, a promis d'écouter la version des faits et d'en parler dans le journal régional. Les descriptions sensorielles revenaient à chaque réunion. Le papier recyclé des tracts froissés sous les doigts, l'odeur du café réchauffé dans une bouilloire usée, le bruit sec des frappes sur les claviers pour mettre en ligne le récit. Ils ont rassemblé des preuves, relevés de planning, copies de messages, témoignages signés de clientes et clients présents ce jour-là. La stratégie incluait un calendrier serré, des responsabilités partagées et une décision essentielle, ne pas laisser l'incident se dissoudre dans l'indifférence. Les noms se multipliaient, les soutiens se faisaient concrets et la colère individuelle commençait à se muer en force collective, prête à frapper fort. Ils ont lancé une campagne digitale avec un hashtag qui s'est vite transformé en signe de ralliement. Hashtag Dignité pour Fatou est né d'un coup, simple et direct, un mot qui portait la douleur et l'espoir en même temps. Les vidéos amateurs, filmées avec des téléphones, montraient des visages, des témoignages, des mains qui tremblaient et des regards résolus. Clara a publié un premier article, factuel et poignant, qui exposait les faits, citait les témoins et posait la question de la responsabilité d'un dirigeant vis-à-vis de ses actes en public. La page Facebook et le compte Twitter ont commencé à accumuler des partages, des messages de solidarité, des appels d'ex-collègues anonymes racontant d'autres humiliations. Hélène a filé la liste des contacts d'ONG nationales qui pourraient relayer et Malik a préparé des visuels pour appeler à une manifestation pacifique. L'ère digitale avec une texture nouvelle, notifications qui piquaient comme des gouttes d'eau chaude, le vrombissement constant des likes, le son sec des partages résonnant comme un tambour. Des figures locales, comme l'enseignante Léa et le conférencier Pierre, ont publié des vidéos d'appui. Certains ont hésité, craignant pour leur emploi. D'autres ont sauté le pas, convaincus qu'il fallait agir. Le signal a commencé à pulser partout, un battement régulier qui transformait l'indignation en mouvement, tout en soulevant la question du risque. Que se passerait-il si le PDG ripostait en justice ? Les discussions ont abordé cette possibilité, pesant les conséquences, préparant des réponses. Les rues ont fini par brûler de voix. La marche prévue a rassemblé plusieurs centaines de personnes, des pancartes brandies contre le ciel bleu, des slogans scandés à l'unisson, des chants qui mêlaient colère et espérance. La manifestation est partie du café où tout avait commencé, a traversé le marché, a longé le port, imposant sa présence au cœur de la ville. Des drapeaux d'associations flottaient, des banderoles portaient les visages de ceux qui symbolisaient l'affaire. L'essence était saturée. Le parfum du papier imprimé encore chaud, le goût métallique de l'émotion quand la foule s'est mise à chanter, le bruit sourd des pas qui avançaient comme une marée, la chaleur humaine qui montait dans un soleil de printemps. Au centre de la place, un dispositif improvisé de sonorisation crachotait, et Fatou est monté sur une caisse, le cœur battant. L'antagoniste, Alain Leblanc, était présent, entouré de conseillères et d'avocats en costume impeccable, son regard cherchant à minimiser la portée de ses mots. C'est à ce moment que la confrontation verbale s'est déroulée, avec des échanges directs, tendus, publics, 8 à 10 répliques qui allaient sceller un tournant. « Vous avez parlé à ma femme », a commencé Leblanc, avec un accent poli et condescendant. « Je n'ai jamais demandé qu'on me parle ainsi »,
a répliqué Fatou, la voix forte malgré la fatigue. Vous pensez pouvoir humilier les gens et vous en sortir, a dit Malik en s'avançant. Je ne suis responsable que de mon entreprise, a répondu Leblanc, tentant de réduire le débat à un argument administratif. Ce n'est pas une question d'entreprise, c'est une question d'humanité, a dit Hélène dans le micro, et la foule a répondu par un grondement. Vous croyez que des mots ne coûtent rien, a lancé Marie, vous vous trompez, a dit Karim, les mots construisent des vies, a ajouté José. Leblanc a tenté de sourire, je n'ai pas dit ce que vous racontez. Et Clara a tendu son téléphone contenant une vidéo où on entendait clairement l'injure. Vous avez menti, a dit un homme dans la foule. Prouvez que ce n'est pas vrai, a répondu Leblanc d'un ton sec, mais la preuve parlait pour elle. La tension est montée, la foule a passé des minutes qui semblaient des heures à attendre la décision d'un homme habitué à décider pour les autres. Et puis, la pression publique, médiatique et légale a commencé à peser. Les 8 à 10 échanges ont rendu visible la fracture entre le pouvoir et la dignité. Et la réaction de la foule a été immédiate. Applaudissements, chants, larmes, cris de joie quand un conseiller de Leblanc a quitté la place, visiblement ébranlé. C'était le moment où la rue montrait qu'elle ne tolérerait plus l'impunité des puissants. Après la marche, les discours ont cherché à donner un sens politique et social à ce qui était arrivé. Fatou a parlé de la dignité volée et récupérée, de la honte qui se transforme en fierté quand elle est partagée. Clara et d'autres journalistes ont amplifié le récit, rappelant chiffres et contextes, nombre de travailleurs confrontés à des humiliations, statistiques locales sur le harcèlement au travail, citations d'experts qui expliquaient que la langue publique d'une entreprise façonne sa culture interne. Des soutiens institutionnels sont intervenus. L'adjointe au maire, Nadine, a demandé une réunion. Un syndicat national a offert un soutien logistique et des personnalités locales, comme l'actrice locale Amélie, ont fait des prises de parole publiques. Les discours ont alterné entre colère et proposition. Non seulement dénoncer, mais exiger des mesures concrètes, des formations obligatoires à la dignité au travail, des procédures internes révisées, des mécanismes de réparation. Les réactions médiatiques ont amplifié la portée, pages de journaux, chroniques de radio, interviews télévisées. Le mouvement a consolidé un message clair. Nous ne sommes pas des ombres, nous sommes des personnes avec des droits. Cette phrase est devenue un refrain dans les réunions, une bannière morale répétée par plusieurs intervenants. Les alliances se sont formées, des promesses signées, et la pression a pris une forme institutionnelle. La réponse du groupe dominant n'a pas tardé. Leblanc et son conseil ont annoncé une procédure visant à faire taire certaines accusations, évoquant diffamation et atteinte à la réputation. L'avocat de l'entreprise, un certain Mayroche, a envoyé une lettre recommandée, menaçante dans le ton, exigeant le retrait de vidéos et la suppression de certains messages. La tension interne au mouvement a augmenté. Certains craignaient que la riposte juridique coûte cher et brise des carrières. D'autres pensaient qu'il fallait au contraire que l'affaire soit jugée publiquement pour établir des principes. Les descriptions techniques des démarches légales ont été expliquées pour que tout le monde comprenne. Dépôt d'une plainte, constitution de preuves, audition, demande d'indemnisation et possibilité d'ordonnance de référé pour obtenir réparation. Ces procédures ont été décrites en langage accessible. Comment constituer un dossier? Quels documents joindre? Quels délais respecter? Quelles conséquences financières potentielles? Malik et Médurant ont animé des séances d'information, expliquant que le processus demanderait patience et ressources, qu'il fallait anticiper les attaques procédurales et préparer des réponses publiques. La communauté a dû gérer des menaces anonymes, des tentatives d'intimidation par courriel et des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Des décisions stratégiques ont été prises, des équipes de communication désignées et l'énergie du mouvement a dû se protéger contre l'épuisement. Ces moments de crise ont mis à l'épreuve la résilience du groupe, mais aussi son esprit collectif. Un mois après l'incident, la ville avait changé de ton. Les autorités avaient ouvert une enquête interne, le propriétaire du café avait présenté des excuses publiques, et Leblanc avait été contraint de retirer certaines allocutions publiques. La pétition avait recueilli des milliers de signatures, et une réunion entre représentants de la mairie, syndicats et l'entreprise avait eu lieu. Fatou se tenait parfois silencieuse, regardant son fils jouer, apprenant à respirer sans l'urgence du travail, apprenant à accepter les gestes d'affection qui la rassuraient. Certains soutiens locaux, comme la libraire Sophie et l'enseignante Léa, avaient organisé une collecte pour aider Fatou à gérer les frais imprévus. L'atmosphère était faite de petites victoires, rendez-vous accordés, promesses de formation obligatoire, mais aussi de fatigue et de blessures non guéries.
3 mois plus tard, l'affaire avait pris une tournure plus nette. Une action en justice avait été déposée. Des documents internes avaient fuité, révélant un climat de micro-humiliation répétée. Une enquête journalistique avait mis en lumière des pratiques managériales discutables chez plusieurs managers. Filiales. Des soutiens nationaux, comme une ONG de défense des droits du travail et un député local, avaient pris la cause sur le plan politique, posant des questions en assemblée et demandant des inspections du travail. Le mouvement avait gagné en maturité, structurant des protocoles d'accueil pour d'autres victimes, formant des correspondants dans d'autres quartiers. Les tensions internes étaient toujours présentes, la peur d'un recul juridique ou d'une campagne de discrédit pesait, mais la base restait solide, un réseau d'entraide et de ressources s'étant constitué. À 6 mois, un verdict symbolique a été prononcé. Leblanc et son entreprise acceptaient de verser une indemnité importante pour régler l'affaire à l'amiable, annoncée publiquement comme une compensation financière équivalente à 2 millions d'euros, accompagnée d'un engagement écrit de mise en place de formations obligatoires et d'un fonds pour soutenir des initiatives locales de formation et d'insertion professionnelle. La somme était aussi un signal, un coût tangible de la mise en responsabilité publique d'un comportement humiliant. Fatou a reçu un soutien psychologique et le fonds a aidé à financer des bourses pour jeunes travailleurs. Les noms de soutien, comme Malik, Hélène, Médurand, Clara, José, Nadine et Pierre, sont restés associés à cette victoire partielle. La conséquence n'effaçait pas la blessure initiale, mais elle montrait qu'une communauté pouvait transformer une blessure individuelle en changement collectif. En guise de conclusion, il faut rappeler la chaîne des événements et ce qu'elle prouve. D'une insulte lancée à la volée à une vague de solidarité devenue mouvement, la trajectoire a révélé des mécanismes de pouvoir et des outils de résistance. La ville a ouvert des portes pour repenser les procédures internes. L'entreprise a dû reconnaître publiquement qu'un dirigeant n'était pas au-dessus des règles de respect, et une partie de la société civile a gagné en confiance pour porter d'autres histoires. Fatou a dit, lors d'un dernier discours, que sa voix avait été petite au départ et qu'elle ne l'était plus. Elle a dit qu'elle travaillait pour offrir à Youssouf autre chose que la peur, pour qu'il sache que demander le respect n'était pas un luxe mais un droit. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour que d'autres voix trouvent un écho. Ils avaient voulu réduire une personne au silence, ils ont réveillé une communauté. Nous ne sommes pas des ombres, nous sommes des personnes avec des droits et une dignité. Si vous souhaitez continuer à suivre et soutenir des récits de justice et de mobilisation, abonnez-vous et partagez cette vidéo.